Bienvenue à cette série intitulée Le lien, mettant en vedette les parcours entrepreneuriaux des diplômés de l'Université d'Ottawa du monde entier. Restez à l'écoute et découvrez comment nos invités provenant de nombreux horizons ont donné vie à leurs idées et à leurs passions. Nous allons explorer les mesures qu'ils ont prises, les problèmes qu'ils ont surmontés et les leçons apprises. Je m'appelle Nicolette Adessa et je suis diplômée de l'Université d'Ottawa du programme de communication et je serai votre animatrice lors de cette série. Originaire de la région du Détroit, Dylan Orr est un metteur en scène franco-ontarien. Il est diplômé du département de théâtre de l'Université d'Ottawa et de l'École nationale de théâtre du Canada. Fortement intéressé par le développement et la production de nouvelles dramaturgies, Dylan est récipiendaire des prix Pauline Gagnon et National Excellence RBC, décernés par la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada, ainsi que le prix Pauline McGibbon du Conseil des arts de l'Ontario. Son théâtre et ses prises de parole, empreintes de passions parfois grinçantes, sont vectorisées par l'humour et l'accessibilité dans un esprit de divertissement populaire, représentant ainsi son unicité et sa soif de représentativité dans un théâtre franco-ontarien. Bonjour Dylan, merci d'être parmi nous. Salut, comment ça va? Ça va? Je suis très contente de te voir aujourd'hui. Merci d'être ici. Oui. Quand moi j'étais à l'école, les gens disaient souvent qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme en art? Puis de plus en plus, non seulement à travers ces rencontres avec nos diplômés, mais durant le parcours de mon expérience professionnelle, je me rends compte que la question est maintenant qu'est-ce que je ne peux faire avec mon diplôme en art? Je trouve que les diplômes en art nous aident beaucoup à enseigner les compétences nécessaires pour penser de manière critique, de résoudre des problèmes, des débrouillards, toutes les compétences que j'utilise à tous les jours, vraiment. C'est aussi des compétences entrepreneuriales. Donc, moi, je me demandais si toi, tu te considères un entrepreneur et comment es-tu entrepreneur à tous les jours? Ben, c'est drôle de dire parce que je suis un artiste, donc on dit souvent que ces deux choses-là vont pas bien ensemble, mais je dirais entièrement, je suis un entrepreneur dans le sens que la définition dit que tu prends un projet, tu pars du début puis tu le suis jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce que je fais avec mes projets, mes spectacles, mes textes, mais peu importe. C'est un peu ce qui faisait la force de cette faculté-là et en fait du programme de théâtre aussi parce qu'on touchait à énormément de choses. Mais le gros, on doit le dire, c'est le réseautage là, qui a été possible avec cette université-là. En tant que franco-ontarien, je dis souvent que Ottawa, c'est la capitale franco-ontarienne, dans le sens qu'il y a la force du nombre sont là, les institutions sont là, les associations, tout ça, tout est là. Donc, le réseautage a été beaucoup plus facile pour moi. Donc, on s'entend puis que la plupart de tes profs ont eu des parcours assez intéressants. Mais toi aussi, tu as eu et tu continues d'avoir un parcours assez intéressant. Puis tu es récipiendaire de beaucoup de prix. Je vais en nommer quelques-uns. Tu es récipiendaire du prix de l'Ontario en 2016, le prix national RBC en 2019 de la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. En 2020, tu as gagné plusieurs aussi, le coup de foudre de Réseau Ontario, le prix coup de foudre scolaire et le prix de ROSEQ. En plus, Cacadie Radar et le Contact Ontario 2020. Puis tout récemment, en 2021, tu viens de gagner le prix prestigieux de Pauline McGibbon. Félicitations. Merci. C'est beaucoup. En tant que personne, on s'entend que toi, tu continues d'avoir un impact assez important sur ton industrie. Mais là, moi, je me demande quel a été l'impact de la COVID-19 sur ton industrie, puis comment est-ce qu'il fallait que tu adaptes? Ben, l'impact a été immédiat dans le sens que moi quand la pandémie a frappé, je venais d'avoir une première semaine de représentation d'une coproduction entre le Théâtre français de Toronto et le Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury. Puis on a dû couper ça tout court et j'avais des actrices à peu près partout au Canada. Puis c'est drôle de dire qu'à ce moment-là, on les a renvoyées chez elles, à Moncton, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, un peu partout. Mais Oh non! ouais, le théâtre a été un peu impossible dans le sens que
À la base, ce que je fais, c'est me renfermer avec beaucoup de personnes serrées coude à coude et de raconter des histoires dans le noir. C'est comme ça que j'aime faire, puis c'est ce qui a été complètement impossible pendant cette pandémie. Euh, donc, il a fallu Ouais. se réadapter, puis il y a plusieurs façons de le faire, puis tu sais, je me suis concentré beaucoup sur l'écriture, dans le sens qu'on reçoit les conseils des arts des provinces et du Canada donnent des subventions pour l'écriture et du temps de recherche et de création. Donc, pour des artistes qui vont fouiller un sujet ou un autre, peu importe. C'était la première façon de faire ça. Mais sinon, en fait, je me suis allié avec le Théâtre du Nouvel-Ontario pendant la pandémie à Sudbury. Donc, à l'époque, j'habitais à Toronto et j'ai tout pris mes affaires puis je me suis rendu dans le Grand Nord, qui était une première... Ben, j'étais allé travailler là, mais là, c'est la première fois que j'étais allé habiter dans le Nord. Puis, cette compagnie-là, en fait, devait vivre pendant une pandémie. Puis, je me suis dit, bon, et je vais l'animer et je vais trouver des projets. Donc, on a fait un show qu'on appelait Chac à patate, qui a été vraiment genre on a construit une casse-croûte avec des musiciens, avec des humoristes, avec des clowns, avec des jongleurs, peu importe, mais le public pouvait, c'était tout gratuit parce qu'on avait plein d'argent. Les conseils des arts nous ont comme continué à donner de l'argent, puis on fallait un peu le dépenser. Fait que ça faisait en sorte que toute notre programmation était extrêmement accessible. Il n'y avait plus de prix d'entrée, il n'y avait plus de billetterie. Et aussi, on ne savait pas qui allait venir. Donc ça a été le fun. Puis on pouvait comme se promener dans les rues, puis on se promenait dans les stationnements, puis les gens venaient nous voir, puis commandaient un numéro de clown de 3 minutes ou 2 chansons pour 4 minutes ou peu importe. Mais le gros, en fait, a été... en théâtre, quand on travaille un texte, quand on commence à travailler un projet, on fait ce qu'on appelle des laboratoires, dans le sens qu'on s'enferme dans une salle avec des acteurs, avec des fois des concepteurs, pour virer à l'envers ce projet-là, pour se poser toutes les questions, puis après ça, on se pose la question, OK, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut une production? Est-ce que ça vaut la peine de continuer avec ce projet ici? Ou il manque encore quelque chose, ou il manque peu importe. Là, on pouvait même pas se réunir entre nous dans une salle de théâtre. Nos salles étaient inaccessibles pour nous. Il fallait tout faire à l'extérieur. J'en ai fait un à l'extérieur, un laboratoire comme ça, puis c'était correct, là. Mais d'où est venue en fait l'idée de faire du radiothéâtre. J'ai appelé Radio-Canada. Wow! Parle-nous un peu de ça. Ouais, ben c'est ça, j'ai appelé Radio-Canada puis je me suis dit, OK, j'ai un texte, j'ai des acteurs, j'ai plein de choses, comme est-ce que vous serez à l'aise que j'explore mon texte avec vous à la radio, avec des capsules de comme 10 minutes par semaine. Donc, à tous les mercredis, on se rencontrait. On avait 3 heures de répétition, on faisait toutes sortes de choses au texte. Puis après, on enregistrait le 10 minutes qui était passé à la radio le samedi. C'était l'émission provinciale du samedi matin à Radio-Canada, Ontario. Puis on a fait deux, j'en ai fait deux. J'ai fait une première version à Sudbury avec un texte de Michel Ouellette, avec des super acteurs. Ensuite, je suis allé à Toronto faire la même chose avec l'équipe du Théâtre français de Toronto, avec Lara Arabian, qui est une super autrice torontoise. Wow! Puis ça a été quelque chose parce que je me suis rendu compte que ben, les radiothéâtres, on n'en faisait plus. La première chose qu'on s'est rendu compte, que les contrats et les ententes entre les unions des artistes et les associations des compagnies et Radio-Canada, les diffuseurs, n'existaient plus et où existait juste la format des années 80, ce qui était la dernière fois qu'on faisait du radiothéâtre. Donc, tout ça était à revoir et surtout qu'aujourd'hui, tout était en ligne. Donc, il y a comme une pérennité, qu'on devait un peu négocier pour dire, ben non, nous, on fait du théâtre, on veut pas que ça soit une pièce qui est accessible pendant 10 ans. C'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait est très, c'est très temporel. Ça s'inscrit vraiment dans un ici maintenant, plus qu'à la télé, plus qu'au cinéma. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de contrat, de négociations et de trouver comment faire ça. C'était à peu près la première fois que je faisais ce genre de contrat-là, mais j'ai beaucoup appris, c'est le fun. Puis c'était le fun de faire la radio aussi dans ce sens-là. Je suis aussi chroniqueur pour Radio-Canada où j'ai la chance d'avoir des opinions puis de dire des niaiseries. Mais là, il y avait comme un contenu artistique où je devais diriger les acteurs pour une expérience audio. C'était complètement autre chose. Puis c'était le fun. Fait que là, j'ai 2 textes qui ont été explorés à la radio. Puis il y en a un que je vais continuer à l'automne au CNA en présentiel. Donc, on va utiliser ce qu'on a fait à la radio pour trouver une façon de
une chorégraphe qui va rentrer, on va trouver une façon de faire ça sur scène, puis voir si c'est intéressant. Tu me diras, c'est quand j'aimerais bien aller la voir. Absolument. Plusieurs d'entre nous ont une idée d'entreprise qui mijote dans nos esprits. Moi, je me demande, toi, comment est-ce que tu passes à l'idée au concret? Où est-ce que tu commences? Ben, ça arrive. Veux pas, quand j'ai des idées comme ça, c'est pas des idées d'entreprise, mais c'est des idées de projet. Veux pas, je suis ma propre entreprise en tant qu'artiste, puis je starte des projets. Puis ça peut venir de plusieurs places. Disons, il y a toujours l'inspiration. Ça, c'est le plus facile, mais ça arrive pas à tous les jours qu'il y a de l'inspiration, il y a une idée qui te pop dans la tête, puis pendant que je suis en train de boire mon café. Ça arrive, c'est le fun quand ça arrive, mais les autres, je regarde souvent ce qui se passe avec les conseils des arts et c'est qui les groupes prioritaires, c'est qui les sujets prioritaires. Je parle énormément avec les diffuseurs, donc les personnes qui vont acheter les spectacles. C'est quoi leur mandat, leur mission, ils s'en vont où avec leur programmation, ça veut parler de ça ou de ça, quel genre d'artiste ça veut voir. Donc, c'est ce qui change souvent avec les gouvernements et les conseils des arts et tout. Dans le sens qu'en ce moment, je travaille énormément l'identité de genre. J'haïs ça dire c'est à la mode, mais l'identité de genre, il y a un besoin criant pour une représentativité dans les médias. Donc, je fais un show pour adultes et un show pour enfants sur le même sujet. Wow! Avec mais c'est pas partout le même show, c'est juste que ça parle de transidentité. Donc, pour enfants, ça parle d'un petit gars de 9 ans qui fait son coming out en 4e année, de garçon transgenre et de comment il fait ça différemment à l'école, à la maison. Puis c'est un show important. Puis c'est un sujet où les conseils des arts, les conseils des écoles et les théâtres jeunesse, en fait, sont en train Ils cherchent pour ça, j'imagine. Ben, c'est ça. Donc, je réponds à une demande. Puis, la même chose pour le Conseil des arts de l'Ontario, l'identité de genre est un groupe prioritaire en ce moment. Donc, c'est une façon, je ne veux pas dire facile, mais une façon de trouver un sujet, de trouver une forme qui j'aime pas ça dire qui va vendre, mais en même temps, faut que ça parle à quelqu'un. Je peux pas juste faire du théâtre pour moi et avec mes 15 amis qui vont venir le voir. Faut que ça parle à un public large. Ouais. Donc ça parle de l'inspiration. Pardon, vas-y. Ben, c'était pas mal ça. Donc, ça part de l'inspiration, un certain devoir sociétaire aussi. Toi, tu réponds à des besoins, tu donnes la voix à des gens avec qui on cherche pour ces genres de voix. C'est de là où tu trouves ton inspiration. J'ai aussi entendu un peu à propos du réseautage. Tu en as parlé un peu. Tu parles avec les diverses entités dans le monde de théâtre pour voir eux, ils cherchent quoi, puis quels besoins tu peux répondre pour, oui, vendre les pièces. Parle-nous un peu de ceci. On sait bien que le réseautage est un élément essentiel d'un esprit entrepreneurial. Partager les idées, rechercher des partenaires, recruter des nouveaux membres de l'équipe, tout ça, ça fait partie du réseautage. Puis on se dit qu'aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de faire le réseautage avec tous les plateformes en ligne qu'on peut utiliser si on veut. Mais moi, j'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu procèdes avec le réseautage. Est-ce que c'est plus à vive voix, par téléphone, par ordinateur? Comment est-ce que tu procèdes? C'est drôle parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait de réseautage depuis 2 ans. Dans le sens que je suis vraiment un gars de la scène. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose à l'écran ou à la télé ou peu importe, je trouve qu'il y a un petit mort et une petite barre où j'arrive pas à communiquer exactement ce que je veux faire, mais en vrai, j'arrive plus à comprendre je suis où. Puis moi, c'est vraiment en vrai où j'arrive à réseauter. Et en théâtre, on a c'est la saison des festivals. Donc, tu vas à un festival, tu vas soit présenter une œuvre dans le cadre d'un festival ou tu vas juste voir les shows. C'est vraiment là où les festivals, oui, c'est le fun pour le grand public, pour aller voir ces œuvres-là qui viennent de partout sur la planète.
Mais je dirais principalement, c'est pour les artistes. C'est pour quelqu'un comme moi qui va aller trouver des partenaires dans d'autres villes et qui va dire, OK, tu sais, je vais aller voir le show, je veux dire n'importe quoi, mais au Centre national des arts, ici à Ottawa, il y a le festival Les Zones théâtrales, ce qui est une biennale, donc à tous les 2 ans. C'est toutes les compagnies francophones au Québec, au Canada en fait, et les régions du Québec. Donc, c'est la compagnie francophone de Vancouver, de Moncton, de tout ça. Puis c'est d'aller trouver nos points communs, puis de voir ces shows-là, puis de dire, ah, OK, ça ressemble un peu à ce que je fais. Comment on peut travailler ensemble, comment on collabore, c'est quelle subvention qu'on peut aller chercher pour ça. Il y a aussi les... je sais, ça change de nom à tous les 2 ans, fait que je sais pas, mais ça s'appelait la SAIC. Là, c'est les Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Je pense que ça s'appelle comme ça, mais ils ont des subventions pour des projets qui sont Québec et hors Québec dans la francophonie. Alors là, on commence à trouver nos points communs. Puis on va dire, OK, ben c'est quoi la différence entre être une personne queer au Québec et une personne queer au Canada? Puis pour parler de mon show que je suis en train de faire en ce moment, c'est essentiellement ça qui nous est arrivé à la base de l'histoire, c'est qu'au Québec, il ne veut pas, quand tout se passe en français, et le français est une langue extrêmement genrée, l'existence d'une personne non-binaire était complètement effacée la plupart du temps. Et en anglais, on a la chance d'avoir, de pas utiliser une langue genrée, et de aussi, veut pas en anglais, ce qui est une langue beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, c'est facile à adapter. Quand le français, c'est codé, puis c'est compliqué, puis puis j'ai souvent, c'est un peu notre force en tant que franco-ontarien, on connaît bien les deux réalités, ce qui veut dire qu'on peut adapter la langue française à l'anglaise et vice-versa. En tout cas, c'est du code switching, j'ai l'impression de vivre ma vie là-dedans, ou comme ma grand-mère disait, elle changeait sa cassette quand elle passait de l'anglais au français. Mais c'est de trouver ces points communs-là, puis dans ces réseautages-là. Ouais. Puis malheureusement pour moi, réseauter sur Internet ou par courriel ou réseaux sociaux, c'est pas mon fort. Donc, je trouve ça plus difficile. Mais tu as raison de dire au téléphone, parce que ça, je suis capable de faire ça. Moi, je vais mettre mes écouteurs, je vais aller prendre une marche, en fait, puis je vais faire tous mes appels comme ça, puis ça, c'est une façon de me garder plus actif, je sais pas, mais j'arrive à travailler, à réseauter par téléphone, oui. Mais par Zoom, j'ai de la misère aussi. OK. J'ai toujours l'impression de me regarder, puis je veux pas me regarder, j'aime pas ça. Ouais, ça, je comprends très bien. Moi aussi, par téléphone, j'aime bien, mais c'est très différent, le Zoom versus en personne. Il y a des aspects humains qui nous manquent à travers l'écran. Donc, ouais. Merci pour ces astuces. Peux-tu partager peut-être un obstacle ou un problème inattendu que tu as rencontré, puis comment tu l'as surmonté? Problème obstacle. Ben, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, dans le sens que ça arrive souvent que je m'attends à avoir un certain financement pour un projet, puis finalement, il y a un gouvernement qui va changer et où il y a des priorités qui vont changer au Conseil des arts. Donc, OK, le financement, il n'est plus là. Et où, aussi simplement qu'un producteur décide de s'engager dans un autre projet ou dans un projet qui part dans une autre direction. On voit beaucoup ça en ce moment avec la COVID, dans le sens que les shows que j'étais en train de préparer avant la COVID sont plus ou moins à la mode, parce que là, ça va faire 2-3 ans après. Donc, est-ce qu'on revoit ces choses-là? C'est beaucoup lié au financement, mais je te dirais un coup dur, c'est aller à la rencontre d'un public pour la première fois avec un produit où ce que tu as eu tout le financement, parce que tu sais que tu l'as vendu, tu l'as répété, on a passé 200 heures à tout faire, puis tout est prêt, puis c'est pas tant bon. Le public fait « Ouais, OK, well ». Ça, c'est dur parce que j'ai l'impression de moi défendre quelque chose que pendant tellement longtemps que je pense que ça va être bon, je pense qu'il va répondre à un besoin. Ouais. Puis quand un public aime pas ça, je passe mon temps, je pense les prochaines semaines à faire comme OK, pourquoi, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et c'est ce qu'il faut un peu faire, c'est de prendre sur toi pour faire OK, mais la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire pour faire en sorte que ça soit du bon théâtre, mais aussi pour que
pour commencer à reconnaître ces signes-là, puis à reconnaître les faiblesses des fois du théâtre. Puis c'est un peu notre... j'ai hâte de voir les premiers shows de théâtre après la pandémie parce qu'on a été tellement sur nos écrans. Puis une chose qui peut tuer le théâtre, selon moi, c'est s'il commence trop à ressembler à la télé ou au cinéma, parce que ces choses-là, me coûtent vraiment moins cher en tant que spectateur. Si je vais aller écouter un movie, my God, Netflix me coûte 9 pièces par mois. Je ne vais pas aller dépenser 40 pièces sur un billet de théâtre. Là. On a une spécificité au théâtre qui est le présentiel, l'événementiel, où on doit vraiment tenir notre bout pour garder ça vivant. Puis c'est pour ça qu'on dit de plus en plus les arts vivants. On repose sur le va-et-vient, l'échange entre la scène et la salle, ou les artistes, et peu importe. Fait que c'est tough tout ça, mais faut continuer. Puis je sais pas où je trouve la force de continuer. J'ai aussi la chance de travailler pour moi-même, donc je peux aussi prendre des vacances quand je veux. Tu ne peux pas prendre de contrat, donc parfait. C'est ce que je fais beaucoup l'été. Je prends beaucoup l'été pour me ressourcer, puis je fais à peu près pas de contrat l'été parce que ça me tente pas. Puis ça me tente d'être dehors, puis m'enfermer dans un théâtre où ce qui fait noir pendant longtemps, là, c'est dépressant. Fait que non, moi l'été, je veux... Puis j'imagine même pour toi, pour ta santé, pour pouvoir faire un petit reset, ça doit faire du bien aussi d'être toujours en train de travailler. Moi, je travaille dans un domaine assez créatif, puis même moi, j'ai besoin des moments de repos pour pouvoir penser à autre chose, puis trouver l'inspiration dans des endroits où je pensais peut-être pas en trouver, puis de voir la vie un peu différemment qu'on fait habituellement. Donc, ça doit faire tellement de bien. Oui. Mais surtout que les arts, les conseils des arts, la saison artistique est de septembre à, disons, avril, mai, juin, dans ce coin-là. Puis le théâtre d'été, les événements l'été, c'est beaucoup plus, c'est les festivals, c'est la musique, mais c'est aussi le théâtre privé, donc tout ce qui est souper-théâtre, souper-spectacle et tout ça. Puis ça, c'est d'autres normes complètement, c'est le même syndicat, mais c'est d'autres ententes, c'est d'autres choses. Et comme je travaille pas dans ce domaine-là, je suis comme, ben parfait, l'été, je travaille pas. C'est un peu... Puis même l'été, ça te donne l'opportunité aussi de consommer l'art, de participer à tous ces festivals, de voir ce qui... C'est comme un peu toi qui fais du market research, un peu de recherche de qu'est-ce qui se fait dans le monde du théâtre aussi. Donc, j'imagine qu'on n'est jamais vraiment au repos si ça fait tellement partie de ta vie, mais ouais. On l'est jamais. Ouais. Peut-être pour terminer, aurais-tu des conseils à partager à nos étudiants et étudiantes qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, parlez avec vos profs. Mes mentors aujourd'hui, même aujourd'hui, ça va faire presque 10 ans, je suis plus à l'université, mais que c'est encore mes mentors, puis c'était mes profs, puis j'ai la chance de travailler dans un domaine intergénérationnel et on l'oublie. Et je trouve que souvent, nous, la jeune génération, on l'oublie qu'il y a des gens qui faisaient ce qu'on fait avant nous. Puis ça, je peux même pas dire à quel point je suis beaucoup plus avancé dans ma carrière que je dois l'être en tant qu'artiste émergent. Mais c'est parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expertise, puis qui m'ont pris sous leur aile pour me montrer comment faire. Puis je n'ai fait des stages, puis des affaires, puis des prix, ça l'aide pour ça, puis toutes des choses comme ça, mais c'est la première chose que je dirais. Allez à la rencontre de vos profs. Allez à la rencontre. Puis amusez-vous surtout. On est au bac juste une fois. C'est ça. Oui, on espère. Parfait. Donc là, on termine avec une partie un peu plus ludique de l'entrevue. Je vais te poser des questions assez rapides. Pense pas aux réponses, juste réponds. D'accord? Okay. Donc, sucré ou salé? Salé. Trop chaud ou trop froid? Je préfère avoir froid. Ah, OK, d'accord. Appel téléphonique ou un message texte? Téléphone. Introverti ou extraverti? Je vais dire extraverti parce que je sais comment être extraverti, mais
je pense pas que je le suis à 100% vraiment. Ouais. Mais j'ai étudié là-dedans, so I'm good. Lève tôt ou couche tard? Lève tôt. Lève tôt. Première chose que tu te fais quand tu te lèves? Un café. Et une chanson qui vous motive? Une chanson qui me motive. Oh mon Dieu, je sais pas. C'est drôle, mais ces temps-ci, j'écoute pas tant de musique. Ou j'écoute la musique juste comme qui roule, là, Ouais. mais pour travailler et qui me motive à travailler, je suis pas mal Chopin en ce moment. D'accord. Puis, je sais pas si mon cerveau bilingue is too many words. Je peux pas tant travailler quelque chose qu'il y a des mots. Fantastique. Bon, Quand j'étais plus jeune, je pouvais travailler en français et écouter de la musique. Puis là, je peux pas. Ouais, non, je comprends. Les paroles aussi, moi j'écris pour gagner mon pain. Puis ouais, j'ai besoin de la musique sans paroles parce que moi aussi, je me perds dans les paroles. Bon, bien, c'est toutes les questions qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps, pour tous tes conseils, tes astuces, tes trucs. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Super. Ben, merci à toi. Merci de l'invitation. Merci beaucoup de vous être jointe à nous lors de cette capsule du lien, une série mettant en vedette les parcours entrepreneuriaux des diplômés et amis de l'Université d'Ottawa. Si vous souhaitez entendre d'autres épisodes, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le bouton j'aime, où que vous soyez. Vous voulez en savoir plus sur le carrefour de l'entrepreneuriat de l'Université d'Ottawa, l'Association des diplômés ou l'équipe des relations avec les diplômés? Visitez leur site web dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cette capsule aujourd'hui et tissons ce lien à nouveau la semaine prochaine.